Je m'appelle Hélène Moreau, j'ai 58 ans. Et cette nuit, ma propre fille m'a fermé la porte de ma maison au nez. Il est minuit passé. Je soutiens Philippe, mon mari, qui titube encore sous l'effet de l'anesthésie. Il vient de subir une opération. Il peut à peine marcher. La pluie de mars trempe nos vêtements. Et nous sommes dehors, devant notre propre maison, à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. La musique électronique fait vibrer les murs de pierre. Des ombres dansent derrière les fenêtres du salon. Des rires transpercent la nuit. Ma maison, celle que mes parents m'ont léguée, celle où je suis née, celle où j'ai élevé mes enfants, est envahie par des inconnus. Anaïs, ma fille de 24 ans, vient de m'ouvrir avec un verre de vin à la main. Elle bloquait l'entrée de son corps. Ses yeux brillaient d'alcool et de quelque chose de plus sombre, du mépris. « La fête, c'est pour les jeunes, maman. Revenez plus tard. » Puis elle a refermé la porte. Le claquement de la serrure résonne encore dans ma tête. Philippe tremble contre moi. Il murmure quelque chose que je ne comprends pas. Je regarde cette porte close. Cette porte de bois massif que mon père avait restaurée en 1985. Cette porte qui devrait s'ouvrir pour moi. Toujours. Mais ce soir, elle est verrouillée. Et quelque chose en moi se brise. Pendant 24 ans, j'ai tout donné à cet enfant. Tout. J'ai payé ses études qu'elle n'a jamais terminées. J'ai financé ses projets qui n'aboutissaient jamais. J'ai hébergé ses amis, supporté ses sautes d'humeur, pardonné ses mensonges. J'ai été la mère parfaite, silencieuse, patiente, effacée. Et voilà ma récompense. Je tiens Philippe par le bras et nous marchons sous la pluie. Mes chaussures sont trempées. Mon manteau gris colle à ma peau. Nous n'avons nulle part où aller. Pas d'hôtel réservé, pas de famille proche, juste la rue, la nuit, le froid. Monsieur Blanc, le boulanger, nous ouvre sa boutique à minuit. Il nous installe dans son arrière-boutique qui sent la farine et le levain. Philippe s'effondre sur un vieux canapé. Je reste debout, les mains tremblantes, le cœur battant trop vite. Et je prends une décision. Le lendemain matin, je n'appelle pas Anaïs. Je n'appelle pas pour négocier, pour supplier, pour pardonner comme je l'ai toujours fait. J'appelle Maître Levasseur, notre notaire. J'appelle le commissariat. J'appelle le syndic. En 48 heures, Anaïs découvre une vérité qu'elle ignorait. Cette maison n'a jamais été à elle. Elle est à moi. Uniquement à moi. Et elle n'y a aucun droit légal. Aucun. Elle reçoit la lettre recommandée un mardi matin. Une mise en demeure. 72 heures pour quitter les lieux. Elle m'appelle en pleurant, en hurlant, en me suppliant. Je ne réponds pas, parce que j'ai compris quelque chose cette nuit-là, sous la pluie, devant cette porte fermée. J'ai compris que le silence m'avait tué à petit feu, que la gentillesse sans limite était devenue de la lâcheté, que l'amour maternel sans exigence était devenu une prison pour nous deux. Anaïs doit partir, et elle doit comprendre. Mais voilà la question qui me hante. En fermant cette porte à mon tour, est-ce que je la sauve? Ou est-ce que je la perds définitivement? Est-ce que je suis une mère courageuse qui pose enfin des limites? Ou une femme cruelle qui abandonne son enfant au moment où elle en a le plus besoin? Et si Anaïs avait raison quand elle a crié, le jour de son départ, les valises à la main, le visage ravagé par les larmes, tu sais pourquoi j'ai organisé cette fête, maman? Parce que j'en avais marre de vivre dans un musée, dans cette maison où tout doit rester figé, comme si le temps s'était arrêté à la mort de papy et mamie. Tu n'as jamais fait ton deuil, et tu nous as obligés à vivre dans ton deuil. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Parce qu'au fond, je sais qu'ils sont vrais. Aujourd'hui, 6 semaines après le départ d'Anaïs, je marche dans cette maison silencieuse. Je passe devant sa chambre vide. Je regarde les photos de mes parents accrochées au mur. Je touche les meubles qu'ils ont choisis. Je respire l'odeur de cette maison qui est devenue mon unique refuge contre la mort. Et je me demande, qui ai-je vraiment enfermé derrière cette porte? Ma fille? Ou moi-même? Philippe me regarde avec une tristesse que je ne lui connaissais pas. Julien, mon fils aîné, m'appelle chaque jour depuis Toulouse. Il me dit que j'ai bien fait. Mais je sens dans sa voix qu'il hésite, qu'il doute. Anaïs vit désormais chez une amie, dans un appartement minuscule à Pessac. Elle a trouvé un travail de vendeuse. Elle ne me parle plus. Elle ne répond pas à mes messages. Le silence entre nous est devenu un gouffre. Et moi, je dois choisir. Est-ce que je reste campée sur ma position? Est-ce que je laisse le temps faire son œuvre et transforme cette leçon en rupture définitive? Ou est-ce que je tends la main? Est-ce que j'accepte que peut-être, juste peut-être, j'ai ma part de responsabilité dans ce désastre? Est-ce que je peux rouvrir cette porte sans trahir ce pourquoi je l'ai fermée? Parce que fermer une porte, c'est facile. C'est la rouvrir qui demande du courage. Et je ne sais plus si j'en ai encore.
Tout ce que je sais, c'est que quelque part dans Bordeaux, ma fille pleure. Ma fille souffre. Ma fille a peur. Et que je suis sa mère. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une histoire sur le prix du silence, la violence de l'amour maternel et la frontière fragile entre justice et cruauté. Une histoire où personne n'a complètement tort et où personne n'a complètement raison. Une histoire sur ces portes qu'on ferme dans la colère et qu'on ne sait plus comment rouvrir. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. L'odeur de désinfectant qui colle à la peau, les néons blafards qui effacent toute humanité des visages, le silence artificiel traversé par des sonneries lointaines. Mais ce soir-là, à la clinique Saint-Augustin, j'aurais voulu rester. Prolonger indéfiniment ce moment suspendu où Philippe dormait encore sous anesthésie, où le monde extérieur n'existait pas, où je pouvais fermer les yeux et imaginer que tout allait bien. L'infirmière de nuit, une jeune femme aux cheveux tirés en chignon strict, est entrée dans la chambre vers 22h30. Elle a souri de ce sourire professionnel qui ne touche jamais les yeux. « Madame Moreau, votre mari se réveille bien. Les constantes sont bonnes. Vous pouvez rentrer chez vous. Il faut qu'il se repose maintenant. » Philippe a ouvert les paupières une seconde. Son regard flottait quelque part entre le sommeil et la conscience. Il a murmuré quelque chose d'incompréhensible. L'infirmière a noté un chiffre sur son dossier et s'est éclipsée, ses chaussures blanches couinant sur le linoléum gris. J'ai aidé Philippe à se lever. Ses jambes tremblaient. Il s'appuyait contre moi de tout son poids, et je sentais son souffle court contre mon épaule. 63 ans, mon mari. Un homme solide, taiseux, qui avait travaillé 38 ans comme chef de chantier dans le bâtiment. Ses mains étaient encore larges et calleuses malgré la retraite. Mais ce soir, il ressemblait à un enfant égaré. Nous avons traversé le parking de la clinique sous une pluie fine et froide, typique de mars à Bordeaux. Le ciel était bas, chargé de nuages qui reflétaient des lumières oranges de la ville. J'ai installé Philippe sur le siège passager de notre Peugeot 308 grise, celle qu'on avait achetée d'occasion il y a 6 ans, celle qui sentait toujours un peu le vieux cuir et la lavande du désodorisant accroché au rétroviseur. Il a posé sa tête contre la vitre. Ses yeux se sont fermés presque immédiatement. « Hélène, j'ai mal. Je sais, mon cœur. On rentre. Tu vas pouvoir dormir dans ton lit. » J'ai démarré. Les essuie-glaces balayaient la pluie avec un bruit régulier, apaisant. La radio diffusait une émission nocturne sur France Inter. Des voix douces qui parlèrent de littérature. Je ne les écoutais pas vraiment. Je pensais au lit que j'avais préparé avant de partir, aux oreillers supplémentaires que j'avais disposés pour surélever son buste, comme l'avait recommandé le chirurgien, au bouillon de légumes que j'avais préparé ce matin et laissé au réfrigérateur. La rue Sainte-Catherine était à 15 minutes de la clinique. Nous habitions dans le vieux Bordeaux, près de la place de la Victoire, dans une maison de ville construite en 1882. Pierre de taille couleur miel, fenêtres à carreaux, balcon en fer forgé au premier étage. 3 étages. Un petit jardin à l'arrière où mon père avait planté un magnolia qui fleurissait chaque printemps. Cette maison, c'était toute mon histoire. Mon enfance. Mes parents qui m'avaient élevée là, seule, après que maman ait perdu 3 grossesses. Papa travaillait au doc. Maman tenait la comptabilité d'un cabinet médical. Des gens simples, droits, qui m'avaient appris que la dignité résidait dans le travail et le silence. Ils étaient morts à quelques mois d'intervalle en 2008, papa d'un infarctus, maman de chagrin. Ils m'avaient légué cette maison, leur seul bien, leur manière de me dire qu'ils avaient confiance en moi pour la préserver. En tournant dans notre rue, j'ai d'abord remarqué les voitures. Une dizaine, garées en épi, sur le trottoir, sur les passages piétons. Des petites citadines. Une vieille Golf rouge avec un autocollant coexiste. Une Clio noire aux vitres teintées. J'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas normal. Pas à cette heure. Pas dans ce quartier où les gens se couchent tôt, où les façades s'éteignent avant minuit. Puis j'ai entendu la musique. Une basse sourde, brutale, qui faisait vibrer l'air. Un rythme électronique répétitif, agressif. Cela venait de chez nous. De notre maison. Les fenêtres du rez-de-chaussée vibraient. Des ombres bougeaient derrière les rideaux du salon. Mon cœur s'est serré. Lentement. Comme un poing qui se referme. « Philippe, Philippe, tu entends ?» Il a grogné sans ouvrir les yeux. Je me suis garée à 30 mètres de la maison, sur une place miraculeusement libre. J'ai coupé le moteur. Le silence relatif de l'habitacle a été envahi par le martèlement de la musique. Je suis descendue. Philippe est sorti aussi, en s'agrippant à la portière. Il a levé les yeux vers notre maison, et son visage s'est durci. « C'est quoi ce bordel ?» Je ne savais pas, mais je le devinais. Anaïs, ma fille, ma cadette, 24 ans, toujours sur le fil, toujours entre 2 projets, 2 appartements, 2 vies.
Elle était revenue vivre chez nous il y a 8 mois, après avoir quitté son copain de l'époque. Un garçon gentil mais inconsistant qui voulait partir vivre au Portugal sans plan précis. Elle avait dit que c'était provisoire. Le temps de trouver un travail stable, un appartement. Mais les semaines avaient été passées. Puis, les mois. Et Anaïs s'installait doucement dans une adolescence prolongée qui m'inquiétait de plus en plus. Nous avons remonté la rue. Philippe s'appuyait lourdement contre moi. Chaque pas lui arrachait une grimace. La pluie tombait plus fort maintenant. Mes cheveux collaient à mon front. Mon manteau gris était trempé. Devant la porte d'entrée, 3 jeunes fumaient, adossés au mur. Un garçon blond en sweat à capuche, une fille brune aux cheveux roses, un autre garçon maigre avec des tatouages qui remontaient jusqu'au cou. Ils riaient. Ils ne nous ont pas vus arriver. « Pardon », j'ai dit. Ils se sont écartés avec une lenteur affectée, sans vraiment nous regarder. Le garçon tatoué a tiré une dernière fois sur sa cigarette et l'a jetée dans le caniveau. J'ai poussé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Le couloir d'entrée était méconnaissable. Des vestes empilées sur la console en bois que ma mère avait achetée dans une brocante en 1975. Des chaussures éparpillées sur le carrelage noir et blanc que je nettoyais chaque semaine à genoux. Une odeur âcre de tabac, d'alcool et de sueur flottait dans l'air. La musique nous a frappés comme une gifle physique. Elle venait du salon, dont la porte était grande ouverte. J'ai avancé. Philippe me suivait, le visage livide, la main crispée sur son ventre. Dans le salon, une vingtaine de jeunes dansaient, buvaient, criaient. Des verres en plastique jonchaient le sol. Une bouteille de vodka vide était renversée sur la table basse que papa avait construite de ses mains. Le canapé en velours bordeaux, celui où maman s'asseyait chaque soir pour lire, était occupé par 2 couples qui s'embrassaient avec une violence maladroite. Les rideaux étaient tirés. La lumière tamisée venait de guirlandes lumineuses suspendues n'importe comment. Personne ne nous a remarqués. J'ai cherché Anaïs du regard. Elle était près de la chaîne hi-fi, un verre de vin rouge à la main, en train de rire avec une fille que je ne connaissais pas. Elle portait une robe noire courte que je ne lui avais jamais vue. Ses cheveux châtains étaient détachés. Elle était belle, insouciante, étrangère. « Anaïs !» Ma voix s'est perdue dans le vacarme. J'ai crié plus fort. « Anaïs !» Elle a tourné la tête. Nos regards se sont croisés. 1 seconde, peut-être 2. J'ai vu la surprise dans ses yeux. Puis quelque chose d'autre. De l'irritation, de la gêne. Elle a posé son verre et s'est dirigée vers moi. Elle marchait avec cette désinvolture que je connaissais trop bien. Celle qui signifie « Tu exagères, maman. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Anaïs, c'est ma maison. Ton père sort de l'hôpital. Il peut à peine tenir debout. Et toi, tu organises une fête, sans nous prévenir? » Elle a haussé les épaules. Un geste léger, presque enfantin. « Relax, maman. C'était prévu depuis longtemps. Tu le savais. » Je ne savais rien du tout. « Si. Je t'en ai parlé. Tu n'écoutes jamais. » C'était faux. Je l'aurais su. Je l'aurais empêché. Mais Anaïs avait ce don terrible de réécrire la réalité pour qu'elle colle à ses besoins. Elle mentait avec une facilité déconcertante, même à elle-même. Philippe a murmuré derrière moi « Anaïs, arrête cette musique. Fais partir ces gens, tout de suite. » Elle a ri, un rire sec, sans joie. « Papa, c'est bon. La fête vient juste de commencer. Vous pouvez aller dormir en haut, non? On fait pas de bruit dans les chambres. »« Pas de bruit !» j'ai crié malgré moi. « Anaïs, on entend cette musique depuis la rue. Les voisins vont appeler la police. » Les voisins s'en foutent. Madame Carpentier est sourde et Monsieur Blanc dort avec des boules quies. Arrête de dramatiser. Elle s'est retournée. Elle allait repartir vers ses amis, vers sa fête. Comme si nous n'existions pas. « Anaïs, tu arrêtes cette fête maintenant ou j'appelle la police moi-même. » Elle s'est figée. Puis elle a pivoté lentement. Son visage avait changé. La légèreté avait disparu. À la place, une dureté que je ne lui connaissais pas. « Tu sais quoi, maman? Je crois que vous devriez partir. » « Partir? Oui, aller à l'hôtel. Ou chez Julien, ou je sais pas où. Mais là, la fête c'est pour les jeunes. Vous nous faites chier. » Le silence autour de nous s'est épaissi. Quelques personnes avaient remarqué l'échange. La musique continuait, mais plus faible. Quelqu'un avait baissé le volume. Philippe a fait un pas vers Anaïs. Son visage était blanc de rage. « Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? »« Comment j'ose? »« Papa, j'ai 24 ans. Je suis pas une gamine. J'organise une soirée avec mes potes, c'est pas la fin du monde. Vous dramatisez toujours tout. Toujours. Cette maison n'est pas à toi. » Ma voix était calme, trop calme.
Cette maison est à moi, et tu vas faire partir ces gens immédiatement. Anaïs a souri. Un sourire cruel. Ah ouais? Et tu vas faire quoi si je refuse? Me gronder? Me priver de dessert? Elle s'est avancée vers la porte d'entrée. Je l'ai suivie. Philippe aussi. Nous sommes sortis tous les trois sous le porche. La pluie tombait toujours. Les trois jeunes fumeurs s'étaient éclipsés. Anaïs a croisé les bras. Elle me regardait avec un mélange de défi et de mépris. « Écoutez, vous rentrez, vous montez vous coucher, et demain matin je nettoie tout. Personne ne saura rien. Ou alors vous partez et vous revenez demain. Mais là, ce soir, vous me gonflez. Vraiment. » Philippe a ouvert la bouche pour répondre. Mais je l'ai arrêté d'un geste. J'ai regardé ma fille. Ses yeux brillaient de colère et d'alcool. Ses lèvres tremblaient légèrement. Elle attendait que je cède, comme toujours. Comme chaque fois qu'elle avait poussé les limites un peu plus loin et que j'avais fini par baisser les yeux, par pardonner, par me dire que ce n'était pas si grave. Mais ce soir, quelque chose en moi refusait de céder. « D'accord », j'ai dit doucement. Anaïs a cligné des yeux, surprise. « D'accord quoi? D'accord, on part. » Elle a esquissé un sourire de soulagement. Puis elle est rentrée dans la maison et elle a refermé la porte derrière elle. J'ai entendu le claquement de la serrure. Un bruit sec, définitif. Philippe m'a regardé, incrédule. « Hélène, qu'est-ce qu'on fait? » Je ne savais pas. Mon cœur battait trop vite, mes mains tremblaient. La pluie coulait sur mes joues, se mêlant à quelque chose de plus chaud que je refusais d'appeler des larmes. « On marche !» Ou « Peu importe, on marche !» Nous avons descendu la rue Sainte-Catherine en silence. Philippe boitait légèrement. Il grimaçait à chaque pas. Je le tenais par le bras, mais c'était moi qui avais besoin d'être tenu. Mes jambes bougeaient mécaniquement. Mon esprit était vide, engourdi. Nous avons tourné dans la rue des Remparts. Les façades étaient éteintes. Les réverbères dessinaient des halos orangés dans la brume. Quelques voitures passaient, phares allumés, indifférentes. Au bout de la rue, la boulangerie Blanc. Monsieur Blanc tenait cette boulangerie depuis 52 ans. Il avait appris le métier avec son père, qui lui-même l'avait appris du sien. C'était une institution du quartier. Une petite devanture étroite, une vitrine toujours impeccable, une odeur de pain qui flottait dans l'air dès 5 heures du matin. Monsieur Blanc ouvrait à 6 heures, fermait à 19 heures. Sauf le dimanche. Pas de vacances. Pas de compromis. Mais ce soir, à minuit passé, il y avait de la lumière à l'intérieur. J'ai frappé à la porte vitrée. Doucement d'abord, puis plus fort. Une silhouette est apparue derrière le rideau. Monsieur Blanc, en pyjama bleu clair et robe de chambre à carreaux. Il portait ses lunettes rondes. Il a froncé les sourcils en me reconnaissant. Puis il a ouvert la porte. « Madame Moreau, tout va bien ?» Il a vu Philippe, titubant, le teint cireux. Il a compris immédiatement. « Entrez, vite !» Nous sommes entrés dans la boulangerie. L'odeur de farine et de levain m'a enveloppée comme une couverture. Monsieur Blanc a refermé derrière nous et a tourné le verrou. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge était serrée. Philippe s'est effondré sur une chaise près du comptoir. « On peut rester ici un moment ?» J'ai murmuré. « S'il vous plaît, juste un moment. » Monsieur Blanc a hoché la tête sans poser de questions. Il a disparu dans l'arrière-boutique et est revenu avec une couverture en laine et 2 tasses de café fumant. « Venez, vous allez vous installer derrière. Il y a un canapé. C'est pas le grand luxe, mais c'est propre. » Il nous a guidés dans l'arrière-boutique. Une petite pièce encombrée de sacs de farine, de moules à pain, de plaques en métal. Un vieux canapé défoncé était poussé contre le mur. Une table basse croulait sous des magazines de pêche. Une ampoule nue pendait au plafond. Philippe s'est allongé sur le canapé avec un soupir de soulagement. Monsieur Blanc a posé la couverture sur lui. « Vous voulez que j'appelle un médecin ?»« Non, » j'ai dit. « Il sort de l'hôpital. Il a juste besoin de repos. » « Et vous ? Vous avez besoin de quelque chose ?» J'ai secoué la tête. Les mots ne venaient pas. Monsieur Blanc s'est assis sur une chaise en bois, face à moi. Il a croisé ses mains noueuses sur ses genoux. « Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé. Mais si vous avez besoin de parler, je suis là. Si vous préférez le silence, c'est bien aussi. » Le silence. J'ai toujours aimé le silence de cet homme. Monsieur Blanc avait perdu sa femme il y a 15 ans. Un cancer foudroyant. Il n'avait jamais refait sa vie. Il vivait seul au-dessus de la boulangerie. Il travaillait, il pêchait le dimanche sur les bords de la Garonne, il allait à la messe le samedi soir à l'église Sainte-Croix. Un homme simple, droit, qui ne se plaignait jamais. « Ma fille nous a mis dehors », j'ai fini par dire. Monsieur Blanc a hoché la tête lentement. « Anaïs ? » « Oui, elle a toujours été difficile, cette petite.
Mais elle a bon fond. Je ne sais plus. Il a soupiré. Les enfants. Parfois, il faut les laisser se casser la figure. C'est la seule manière pour qu'ils apprennent. Et si elle ne se relève pas, elle se relèvera, parce que vous lui avez donné des racines, même si elle fait tout pour les arracher. Je me suis mise à pleurer, sans bruit. Les larmes coulaient sur mes joues, et je ne les essuyais pas. Monsieur Blanc s'est levé, il a posé sa main sur mon épaule, une main lourde, chaude, rassurante, et il est parti dans la boulangerie me laisser seule avec ma peine. Philippe ronflait doucement. Je me suis assise par terre, le dos contre le mur, les genoux repliés contre ma poitrine. La nuit a passé lentement, interminable. À 5 heures du matin, j'ai entendu Monsieur Blanc commencer sa journée. Le bruit des plateaux qu'on déplace, le claquement du four qui s'ouvre, le sifflement de la vapeur. Ces bruits familiers, réconfortants, qui parlent de constance et de travail. Philippe s'est réveillé vers 6 heures. Il avait meilleure mine. La douleur semblait moins vive. On va où maintenant? J'ai réfléchi. Longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de Maître Levasseur. Le cabinet ouvrait à 9 heures. J'ai laissé un message sur le répondeur. Voix calme, factuelle. Maître, ici Hélène Moreau. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. C'est urgent. Ça concerne la maison de la rue Sainte-Catherine. Puis j'ai appelé Julien, mon fils. Il a décroché à la 3e sonnerie. Maman, tout va bien? Il est 6 heures du mat. Julien, il faut qu'on parle. Julien est arrivé à Bordeaux le lendemain matin, vers 11 heures. Il a pris le premier TGV depuis Toulouse. Quand il est entré dans la boulangerie Blanc, j'étais assise à la petite table de l'arrière-boutique, une tasse de café froid entre les mains. Philippe dormait encore sur le canapé, recroquevillé sous la couverture en laine. Monsieur Blanc avait apporté des croissants frais et du beurre demi-sel, mais je n'avais rien touché. Mon fils m'a regardé avec une intensité qui m'a traversée. Julien avait 28 ans, mais dans ses yeux gris, les yeux de son père, il y avait une gravité qui le vieillissait. Il portait un jean sombre, un pull à col roulé noir, une veste en toile cirée. Ses cheveux châtains étaient recoupés courts. Il ressemblait à Philippe jeune, avant que le travail et les années ne creusent son visage. « Maman ». Il s'est agenouillé devant moi et a pris mes mains dans les siennes. Ses mains étaient chaudes, solides. « Raconte-moi tout ». Alors j'ai parlé, lentement. Les mots sortaient comme des pierres. La fête. Anaïs qui nous avait fermé la porte au nez. La nuit ici, dans cette arrière-boutique qui sentait le pain et la farine. L'humiliation. La colère qui montait en moi, froide et méthodique, comme une marée. Julien n'a pas bronché. Il écoutait avec cette concentration absolue qu'il avait depuis enfant. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête. Elle a dépassé les bornes, depuis longtemps. Mais là, c'est terminé. Tu ne peux plus laisser passer. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rendez-vous avec Maître Levasseur à 14 heures. Julien a serré mes mains un peu plus fort. Tu veux que je vienne avec toi? Non, je dois le faire seul. Mais reste avec ton père. Il a besoin de se reposer. Et il a besoin de toi. D'accord. Et après? Après, on verra. Le cabinet de Maître Levasseur se trouvait cour de l'intendance, dans un immeuble haussmannien à la façade claire et aux fenêtres hautes. J'y étais venue plusieurs fois au fil des années, pour la succession de mes parents, pour des questions fiscales, pour la rédaction de nos testaments avec Philippe. Maître Levasseur avait 70 ans. C'était un homme sec, rigoureux, aux cheveux blancs peignés en arrière. Il portait toujours des costumes 3 pièces gris anthracite et des lunettes à monture dorée. Sa voix était grave, posée, rassurante. Sa secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Maître Levasseur s'est levé de son bureau en chêne massif et m'a serré la main avec cette courtoisie un peu désuète qui me plaisait. « Madame Moreau, asseyez-vous. Votre message m'a intriguée. Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise dans le fauteuil en cuir bordeaux face à lui. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Mes mains tremblèrent légèrement. « Maître, il faut que ma fille quitte ma maison. » Il a froncé les sourcils. « Anaïs? Oui. Que s'est-il passé? » Je lui ai raconté. Encore une fois, les mots venaient plus facilement maintenant. Plus secs, plus cliniques. Maître Levasseur écoutait sans m'interrompre, les doigts croisés sous le menton. Quand j'ai eu terminé, il a soupiré. « Je comprends votre colère. Mais êtes-vous certaine de vouloir aller jusque-là? C'est votre fille. Les procédures légales peuvent créer des blessures difficiles à réparer. Je ne veux pas de procédure. Je veux qu'elle comprenne, qu'elle ait peur, qu'elle réalise que cette maison n'est pas à elle, qu'elle n'a aucun droit, qu'elle vit chez moi par ma bonté et que cette bonté a des limites. » Maître Levasseur a hoché la tête lentement. « Très bien. Voici ce que je vous propose.
Je vais rédiger une mise en demeure officielle. Anaïs aura 72 heures pour quitter les lieux. Si elle refuse, nous enclencherons une procédure d'expulsion. Mais pour cela, il faut que la situation juridique soit claire. La maison est-elle à votre nom exclusivement? Oui. Mes parents me l'ont léguée en 2008. Mon mari n'y a aucun droit. C'est mon bien propre. Parfait. Anaïs a-t-elle un bail? Un contrat de location? Quelque chose qui pourrait justifier sa présence? Non. Elle vit chez moi gratuitement depuis 8 mois. Alors, juridiquement, elle est occupante sans titre. C'est très simple. Je peux faire partir la lettre recommandée dès demain matin. Faites-le. Maître Levasseur a pris des notes sur son carnet en moleskine noire. Puis il a relevé la tête. Madame Moreau, je dois vous poser une question. Êtes-vous prête à aller jusqu'au bout? Si Anaïs refuse de partir, il faudra peut-être faire intervenir la police, faire constater l'occupation illégale, obtenir une ordonnance du juge. Cela peut prendre du temps, et cela laissera des traces. Je sais, mais je n'ai plus le choix. Si je recule maintenant, elle ne me respectera plus jamais. Personne ne me respectera. Il a esquissé un sourire triste. Vous avez raison. Parfois, l'amour exige de la fermeté. En sortant du cabinet, je me sentais plus légère, pas apaisée, juste, déterminée. Comme si une décision longtemps différée avait enfin été prise, et que cette décision, aussi douloureuse soit-elle, redonnait du sens à mon existence. J'ai marché jusqu'au quai des Chartrons. La Garonne brillait sous un soleil timide. Des joggeurs passèrent sur les berges aménagées. Des touristes prenaient des photos du pont de pierre. J'ai respiré l'air frais, chargé d'humidité et d'iode. Bordeaux sentait toujours le vin et le fleuve. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien. « Papa va mieux. Il a mangé. On est rentré à la maison. Anaïs n'est pas là. Tout est en bordel, mais je commence à ranger. T'inquiète pas. On gère. » J'ai souri malgré moi. Julien, mon fils, mon roc, il n'avait jamais causé de problème. Jamais. Adolescent discret, étudiant brillant, jeune homme responsable. Il avait obtenu l'agrégation de mathématiques à 23 ans. Il enseignait dans un lycée de Toulouse. Il vivait avec Camille, une professeure de lettres douce et intelligente. Il parlait de se marier, d'avoir des enfants, une vie simple, droite, prévisible dans le bon sens du terme. Pourquoi Anaïs n'avait-elle pas pris le même chemin? J'ai souvent cherché la réponse. Pendant des années. Était-ce ma faute? Avais-je été trop permissive? Pas assez présente? Trop présente? Philippe disait que non. Que certains enfants naissaient avec une fêlure que rien ne pouvait réparer. Que ce n'était la faute de personne. Mais les mères portent toujours la faute. Je suis rentrée à la maison vers 16 heures. Julien avait tenu parole. Le salon était propre. Les verres avaient disparu. Le sol avait été lavé. Les rideaux étaient ouverts. La lumière du jour entrait à flot. Philippe était installé dans le fauteuil près de la cheminée, une couverture sur les genoux, un livre entre les mains. « Hélène, ça va? » « Oui, tout est réglé. » Julien est descendu de l'étage avec un sac poubelle rempli de canettes et de bouteilles vides. J'ai trouvé un paquet de clopes dans la chambre d'Anaïs. Et des cendriers pleins partout. Elle fume dans sa chambre maintenant? Apparemment. C'est dingue. Elle sait que papa déteste ça. Philippe a grogné sans lever les yeux de son livre. Il n'avait rien dit depuis ce matin. Il laissait faire. C'était sa manière à lui de gérer la colère. Le silence. Julien a jeté le sac dans la poubelle extérieure et est revenu s'asseoir à la table de la cuisine. Je lui ai préparé un café. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le notaire? Maître Levasseur. Il va envoyer une mise en demeure. Anaïs a 72 heures pour partir. Julien a sifflé entre ses dents. Tu es sérieuse? Tu vas vraiment le faire? Oui? Et si elle refuse? Alors on ira plus loin. Julien a bu une gorgée de café. Il regardait par la fenêtre, le front plissé. Maman, tu sais que je te soutiens. À fond. Mais il faut que tu saches un truc. Anaïs n'est pas méchante. Elle est perdue. Vraiment perdue. Depuis la rupture avec Thomas, elle va mal. Elle boit trop. Elle dort pas. Elle enchaîne les petits boulots sans jamais tenir plus de 3 semaines. Elle a des dettes. Elle m'a demandé de l'argent le mois dernier. 500 €. Je les lui ai pas prêtés. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que je veux pas que tu te sentes coupable. Tu fais ce qu'il faut. Vraiment. Mais Anaïs, elle a besoin d'aide. Pas juste d'une leçon. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui ai tout donné. Tout. Je sais. Mais peut-être que c'est ça, le problème. Je me suis assise en face de lui. Mes jambes ne me portirent plus. Explique. Tu lui as jamais dit non. Jamais.
Depuis qu'elle est petite. Anaïs pleurait, tu cédais. Anaïs faisait un caprice, tu cédais. Anaïs se plantait à l'école, tu trouvais des excuses. Papa aussi d'ailleurs. Vous avez toujours été trop tendres avec elle. Résultat, elle a jamais appris à assumer les conséquences de ses actes. Ces mots m'ont frappé comme des gifles, parce qu'ils étaient vrais. Alors qu'est-ce que je fais? Exactement ce que tu fais. Tu la vires. Tu lui montres qu'il y a des limites. Et après, tu verras. Peut-être qu'elle va comprendre, peut-être pas. Mais au moins, toi, tu auras été clair. La lettre recommandée est arrivée le surlendemain. Anaïs n'était pas rentrée à la maison depuis la fameuse nuit. Elle dormait chez des amis, apparemment. Elle avait envoyé quelques messages laconiques sur le groupe familial WhatsApp. « J'y suis chez Léa. Tout va bien. » Rien d'autre. Julien était reparti à Toulouse. Philippe allait mieux. Il pouvait marcher sans trop de douleur. Nous avions repris une sorte de routine. Petit déjeuner à 7 heures, lecture du journal, promenade courte dans le quartier. Silence lourd. Le facteur a sonné vers 10 heures. J'ai signé l'accusé de réception. L'enveloppe était épaisse, officielle, frappée du cachet du cabinet Levasseur. Je l'ai posée sur la table de la cuisine et je l'ai regardée longtemps. Philippe est entré dans la pièce. « C'est pour Anaïs ? » ?»« Oui. »« Tu vas faire quoi ? » ?»« Attendre qu'elle rentre et lui donner. Et si elle rentre pas, elle finira bien par rentrer. Elle a toutes ses affaires ici. » Anaïs est revenue le soir même, vers 22 heures. Elle a ouvert la porte d'entrée avec ses clés. Elle a jeté son sac dans le couloir. Elle est montée directement dans sa chambre sans un mot, sans un regard. J'ai attendu 10 minutes. Puis, je suis montée à mon tour. J'ai frappé à sa porte. « Anaïs, il faut qu'on parle. » Pas de réponse. « Anaïs, ouvre cette porte. » Le silence. Puis, un soupir théâtral. Des pas. La porte s'est ouverte brusquement. Anaïs se tenait sur le seuil, en pyjama, les cheveux attachés en chignon négligé. Elle avait les yeux cernés, le visage fatigué. « Quoi ? Tiens, c'est pour toi. » Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a prise avec méfiance. Elle a regardé l'expéditeur. Ses sourcils se sont froncés. « C'est quoi ce délire ? Ouvre, tu verras. » Elle a déchiré l'enveloppe. Elle a sorti les feuilles agrafées. Ses yeux ont parcouru les premières lignes. Puis elle s'est figée. « C'est une blague ? Non. Tu me vires ? Tu me vires de chez toi ? Cette maison est à moi, pas à toi. Tu as 72 heures pour partir. » Anaïs a éclaté de rire. Un rire strident, hystérique. « T'es sérieuse, là ? Maman, t'es devenue folle ou quoi ? Je suis parfaitement lucide. Tu as manqué de respect à ton père et à moi. Tu as organisé une fête dans ma maison sans permission. Tu nous as fermé la porte au nez alors que ton père sortait de l'hôpital. Tu vis ici sans payer de loyer, sans participer aux charges, en fumant dans ta chambre, en rentrant à des heures impossibles, en traitant cette maison comme un hôtel. Ça suffit. » Le visage d'Anaïs s'est décomposé. La colère a laissé place à la stupeur, puis à la panique. « Mais maman, j'ai nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème. Maman, s'il te plaît, j'ai pas d'argent, je peux pas louer un appart. J'ai même pas de CDI. Tu aurais dû y penser avant. Maman, » elle criait maintenant. « Tu peux pas me faire ça, je suis ta fille. » Justement, tu es ma fille, et j'ai tout fait pour toi, tout. Je t'ai nourrie, logée, habillée, je t'ai payé tes études que tu n'as jamais finies, je t'ai prêté de l'argent que tu n'as jamais rendu. Je t'ai consolée à chaque rupture, à chaque échec. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as méprisée, humiliée, traitée comme une vieille conne dont on peut abuser sans conséquence. Les larmes coulaient sur les joues d'Anaïs. De vraies larmes. Mais je ne savais plus si elles étaient sincères ou calculées. Je suis désolée, maman, vraiment. J'ai déconné, je le sais. Mais là, si tu me mets dehors, je vais finir où? Dans la rue? Tu finiras où tu voudras. Chez des amis, dans un foyer, chez ton frère. Mais pas ici. Julien va jamais accepter de me loger. Alors trouve une solution. Tu as 72 heures. Je suis redescendue. Mes jambes tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Derrière moi, j'entendais Anaïs sangloter. Puis elle a claqué sa porte. Philippe était dans le salon. Il n'avait rien dit. Il me regardait avec une expression indéchiffrable. Tu as fait ce qu'il fallait. J'espère. Les 72 heures se sont écoulées dans une tension insoutenable. Anaïs ne m'adressait plus la parole. Elle descendait la nuit pour manger, puis remontait s'enfermer. Elle appelait des gens. Je l'entendais pleurer, supplier, négocier. Le 3e jour, à 18 heures,
Elle est descendue avec 2 grosses valises et un sac à dos. Elle s'est plantée devant moi dans le couloir. Son visage était fermé, dur. Voilà, je pars. T'es contente? Où vas-tu? Chez Léa, à Pessac. Son appart est minuscule, mais elle accepte de m'héberger quelques semaines. Après, on verra. D'accord. C'est tout ce que tu trouves à dire? D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle a serré les mâchoires. Ses yeux brillaient de colère contenue. Un jour, maman, tu vas regretter. Un jour, tu vas te réveiller et tu vas réaliser que tu as perdu ta fille pour une connerie. Ce n'est pas une connerie. C'est une question de respect. Le respect? Tu parles du respect alors que tu me jettes comme une merde? Anaïs, arrête. Tu dramatises. Je ne te jette pas. Je te demande de prendre tes responsabilités. Elle a ricané. Mes responsabilités. Bien sûr, la bonne excuse. Elle a attrapé ses valises et s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée une dernière fois. Au fait, maman, tu sais pourquoi j'ai organisé cette fête? Non. Parce que j'en avais marre de vivre dans un musée, dans cette baraque où on peut rien toucher, rien déplacer, rien vivre. Tout doit rester comme du vivant de papy et mamie, comme si le temps s'était arrêté. T'as jamais fait ton deuil, maman, et tu nous as obligés à vivre dans ton deuil. Ces mots m'ont coupé le souffle. Avant que je puisse répondre, elle était partie. La porte a claqué. Je me suis effondrée sur la chaise du couloir. Philippe est venu s'asseoir à côté de moi. Il a passé son bras autour de mes épaules. Nous sommes restés là, sans parler, pendant longtemps. Dehors, la nuit tombait sur Bordeaux. Les premiers jours après le départ d'Anaïs ont été étrangement silencieux, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je marchais dans les couloirs et j'entendais mes pas résonner trop fort sur le carrelage. Je passais devant la chambre de ma fille, sa porte fermée, son absence palpable, et je sentais un poids dans ma poitrine qui ne partait pas. Philippe avait repris ses promenades quotidiennes. Il rentrait en fin d'après-midi, achetait le journal, s'installait dans son fauteuil. Nous dînions à 19h. Soupe, pain, fromage, peu de mots. Il ne me posait pas de questions. Il ne me jugeait pas. Mais je voyais dans ses yeux qu'il réfléchissait, qu'il mesurait quelque chose que je ne comprenais pas encore. Un soir, alors que nous rangions la vaisselle, il a posé sa main sur la mienne. « Hélène, tu dors? » « Pas vraiment. »« Moi non plus. » Il s'est tu. Puis il a ajouté doucement « Tu as bien fait, mais maintenant il faut réfléchir à la suite. » « La suite? Oui. Anaïs est partie. Elle paie pour ce qu'elle a fait. Mais toi, tu souffres. Et cette souffrance ne sert à rien si elle ne mène nulle part. » Je n'ai pas répondu, parce qu'il avait raison. J'avais gagné une bataille, mais j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose de plus grand. Quelque chose que je ne savais pas nommer. 3 semaines ont passé. Pas de nouvelles d'Anaïs. Pas un message. Pas un appel. Le silence était devenu une présence à part entière. Un fantôme qui hantait chaque pièce. Julien m'appelait tous les 2 jours. Il prenait de mes nouvelles. Il me racontait son quotidien à Toulouse. Ses cours, ses élèves, Camille qui préparait l'agrégation. Il ne mentionnait jamais Anaïs. Jusqu'à ce jour de la mi-avril. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi? » Anaïs m'a appelée hier soir. Elle est toujours chez Léa. Elle a trouvé un boulot. Vendeuse dans une boutique de vêtements à Mériadec. Temps partiel. Ça paye presque rien, mais c'est un début. Mon cœur s'est serré. Elle va bien? Physiquement, oui. Moralement, je sais pas. Elle m'a demandé des nouvelles de papa. De toi. Elle pleurait. Mais elle a pas voulu que je te le dise. Alors pourquoi tu me le dis? Parce que je pense que vous devez vous parler. Toutes les 2. Pas tout de suite. Mais bientôt. Sinon, cette cassure va devenir définitive. C'est elle qui a cassé Julien. Pas moi. Je sais. Mais maintenant, c'est à toi de décider si tu veux réparer. Ou si tu veux laisser le temps faire son œuvre. Le temps efface beaucoup de choses. Y compris les liens. Ces mots sont restés suspendus dans ma tête pendant des jours. Réparer. Était-ce seulement possible? Et surtout, était-ce souhaitable? Une partie de moi voulait qu'Anaïs souffre encore, qu'elle comprenne vraiment, qu'elle touche le fond. Une autre partie, plus ancienne, plus profonde, voulait juste la serrer dans mes bras. Le premier dimanche de mai, je suis allée à la messe. Je n'y étais pas retournée depuis Noël. Pas parce que j'avais perdu la foi, plutôt parce que j'avais honte. Honte de ce que j'étais devenue, une mère qui avait chassé sa fille. L'église Sainte-Croix était presque vide. Quelques fidèles âgés, dispersés dans les travées, l'odeur d'encens et de cire, la lumière filtrée par les vitraux. Le curé, Père Mathieu, un homme d'une 50aine d'années au visage doux, officiait avec cette lenteur solennelle que j'aimais.
Je me suis assise au fond, j'ai écouté les lectures. L'Évangile parlait du fils prodigue, évidemment, comme si Dieu lui-même se moquait de moi. Pendant qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. J'ai fermé les yeux. Les larmes sont venues d'un coup, silencieuses, brûlantes. Après la messe, Père Mathieu s'est approché de moi dans le narthex. « Hélène, cela faisait longtemps. »« Oui, mon père. Quelque chose vous tourmente ?» J'ai hésité. Puis j'ai parlé. Là, debout dans cette église vide, j'ai tout raconté. La fête, la porte fermée, la lettre du notaire, le départ d'Anaïs, le silence depuis 3 semaines. Père Mathieu a écouté sans m'interrompre, puis il a soupiré. « Vous avez fait ce que vous deviez faire. Poser des limites, ce n'est pas un manque d'amour. C'est au contraire une forme d'amour exigeante. Mais maintenant, Hélène, la question n'est plus de savoir si vous avez eu raison, c'est de savoir ce que vous allez faire de cette raison. Je ne comprends pas. Avoir raison peut devenir une prison. On s'y enferme. On refuse de bouger parce qu'on a peur de perdre cette raison. Mais l'amour, le vrai, celui qui ressemble à celui du Christ, il ne compte pas les torts. Il offre une main, encore et encore, même quand l'autre ne la mérite pas. Vous voulez dire que je dois céder? Non. Je dis que vous devez tendre la main, sans condition, sans attendre qu'elle vienne à vous. Parce que l'orgueil, Hélène, l'orgueil détruit autant que la faute elle-même. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Philippe dans le jardin. Il taillait les rosiers que ma mère avait plantés il y a 30 ans. Il travaillait avec soin, coupant les branches mortes, dégageant les bourgeons. Je me suis assise sur le petit banc en bois, sous le magnolia. « Philippe. »« Oui. Je crois qu'il faut que je parle à Anaïs. » Il s'est redressé. Il a posé son sécateur. Il est venu s'asseoir à côté de moi. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? » ?»« Père Mathieu. Et toi. Et Julien. Et moi-même aussi. Je suis fatiguée, Philippe. Fatiguée de cette colère. Elle me ronge. Tu veux qu'elle revienne? Non, pas tout de suite. Mais je veux qu'on se parle. Vraiment. Pas pour s'excuser. Pas pour faire semblant. Pour se dire la vérité. Philippe a hoché la tête. Alors fais-le. J'ai envoyé un message à Anaïs le soir même. Un message court. Simple. Anaïs, j'aimerais qu'on se voie. Pas à la maison. Dans un endroit neutre. Quand tu veux. Si tu veux. Maman. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai attendu 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Je commençais à penser qu'elle ne répondrait jamais. Et puis, un dimanche matin, mon téléphone a vibré. D'accord? Dimanche prochain, au jardin public, près du manège, 15 heures. Le jardin public était rempli de familles. Des enfants couraient entre les arbres. Des couples se promenaient main dans la main. Le manège tournait lentement, diffusant une musique de fête foraine désuète. Le ciel était d'un bleu pâle, traversé de nuages légers. Je suis arrivée en avance. Je me suis assise sur un banc face au bassin. Les canards glissaient sur l'eau sombre. Tout était paisible, presque irréel. Anaïs est arrivée à 15 heures pile. Elle portait un jean délavé, un pull beige trop grand, des baskets blanches usées. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Elle avait maigri. Son visage était creusé. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits difficiles. Elle s'est assise à côté de moi. Pas trop près, pas trop loin. Nous sommes restées silencieuses un long moment. Puis elle a parlé. « Pourquoi tu voulais me voir? Parce que tu es ma fille et que malgré tout, je t'aime. » Elle a ri doucement, un rire sans joie. « T'as une drôle de façon de le montrer. » « Je sais. » Elle m'a regardée, surprise. Elle s'attendait à ce que je me défende, à ce que je justifie. Mais je ne l'ai pas fait. « Anaïs, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Et je crois que tu avais raison, en partie. Sur quoi? Sur le fait que j'ai fait de cette maison un musée. Que j'ai jamais fait mon deuil de mes parents. Que je vous ai imposé mon chagrin. » Anaïs a baissé les yeux. J'ai dit ça sous le coup de la colère. Je pensais pas vraiment... Si, tu le pensais. Et tu avais raison. Quand mes parents sont morts, je me suis accrochée à cette maison comme à un radeau. J'ai voulu que tout reste pareil. Parce que si tout restait pareil, alors il n'était pas vraiment parti. Mais ce faisant, j'ai empêché la vie de circuler. J'ai empêché vous, les enfants, de grandir vraiment. J'ai empêché Philippe de trouver sa place. Et je me suis empêchée moi-même d'avancer. Les larmes coulaient sur les joues d'Anaïs. Elle ne cherchait pas à les cacher. « Maman, je suis désolée. Pour la fête, pour tout. J'ai été horrible. Je le sais.
J'étais bourrée et j'étais en colère et j'ai dit des choses immondes. Je mérite pas ton pardon. Le pardon, Anaïs, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'on reçoit, gratuitement. Elle s'est effondrée contre moi. J'ai passé mes bras autour d'elle et je l'ai serrée fort. Elle pleurait comme une enfant, comme ma petite fille de 7 ans qui avait peur de l'orage. Maman, j'ai tellement peur, j'arrive à rien, je rate tout. Je sais même pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai l'impression d'être complètement perdue. Je sais, ma chérie, je sais. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? Je ne sais pas. Je fais des erreurs, tout le temps. Mais j'essaie de rester debout, et quand je tombe, j'essaie de me relever. Nous sommes restés enlacés longtemps. Les gens passaient autour de nous sans nous voir. Le manège tournait. Le soleil déclinait lentement. Quand nous nous sommes séparés, Anaïs a essuyé ses larmes. « Maman, je veux pas revenir habiter à la maison. Pas tout de suite. Je dois apprendre à me débrouiller seule. Je sais, et je pense que c'est bien. Mais est-ce que je peux venir te voir? De temps en temps? Quand tu veux. La porte est toujours ouverte. » Elle a souri. Un vrai sourire. Merci. Les mois ont passé. Lentement. Anaïs a continué à travailler dans sa boutique. Elle a trouvé une colocation à Bordeaux-Bastide avec 2 autres filles. Elle est venue dîner à la maison tous les dimanches. Au début, les repas étaient tendus. Puis, petit à petit, les rires sont revenus. Les conversations aussi. Elle s'est inscrite à une formation de graphiste. Elle a commencé à dessiner à nouveau. Elle m'a montré ses projets. Ils étaient beaux, sincères. Philippe et elle ont eu une longue conversation un soir dans le jardin. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais quand ils sont rentrés, quelque chose avait changé. Philippe souriait. Anaïs aussi. Un jour de septembre, Anaïs est venue avec un cadeau. Une aquarelle qu'elle avait peinte. Elle représentait la maison de la rue Sainte-Catherine. Mais pas telle qu'elle était, telle qu'elle pourrait être, avec des volets bleus, des fleurs aux fenêtres, une porte ouverte. Je me suis dit que peut-être on pourrait repeindre, ensemble, donner une nouvelle vie à cette maison. Pas effacer papy et mamie, juste ajouter nos couleurs à nous. J'ai regardé le dessin, puis j'ai regardé ma fille, et j'ai compris que c'était ça, le pardon. Ce n'était pas oublier. Ce n'était pas faire comme si rien ne s'était passé. C'était accepter que le passé soit passé, et construire quelque chose de nouveau avec les pierres de l'ancien. Oui, on va repeindre. Ce soir-là, après le départ d'Anaïs, je suis montée dans la chambre de mes parents. Je ne l'avais pas ouverte depuis leur mort. Tout était resté intact. Le lit fait, les rideaux tirés, la commode avec leurs photos, leur armoire pleine de vêtements qui sentaient encore la lavande. J'ai ouvert les fenêtres. L'air frais du soir est entré, chassant l'odeur de renfermé. J'ai regardé les photos une à une. Papa souriant devant la Garonne, une canne à pêche à la main. Maman dans le jardin, ses mains pleines de terre. Eux deux, le jour de leur mariage, si jeunes, si beaux. J'ai pleuré. Mais cette fois, ce n'était pas un chagrin qui écrasait. C'était un chagrin qui libérait. « Pardon », j'ai murmuré. « Pardon d'avoir eu si peur de vous perdre que j'ai oublié de vivre. » Puis j'ai commencé à vider la chambre, doucement, avec respect. Les vêtements dans des cartons pour Emmaüs, les photos dans un album que je garderais, les meubles que je donnerais ou que je vendrais. Philippe est venu m'aider. Il ne disait rien. Il portait les cartons. Il m'apportait du thé. Il était là. Quand nous avons eu terminé, la chambre était vide, blanche, lumineuse. « On va en faire quoi ?» a demandé Philippe. « Je ne sais pas. Peut-être un atelier pour Anaïs ? Ou une bibliothèque ? Ou rien. Juste une pièce vide. Une possibilité. » Il a souri. « Une possibilité. J'aime ça. » Noël est arrivé. Julien et Camille sont venus de Toulouse. Anaïs est arrivée avec un gâteau qu'elle avait préparé elle-même. Nous avons dressé la table dans le salon. Philippe a ouvert une bouteille de vin de Pomerol qu'il gardait depuis 10 ans. Nous avons mangé, ri, parlé. Anaïs a raconté ses projets. Julien a annoncé que Camille et lui allèrent se marier au printemps. Philippe a pleuré de joie. Moi aussi. À minuit, nous sommes sortis dans le jardin. Le magnolia dormait, ses branches nues dressées vers le ciel noir. Il neigeait doucement. Une neige rare à Bordeaux. Une neige qui blanchissait tout, qui effaçait les traces. Anaïs a glissé sa main dans la mienne. « Maman ? » ?»« Oui ? » ?»« Merci. » »« Pourquoi ? » ?»« De ne pas avoir abandonné. Même quand j'ai tout fait pour que tu le fasses. » J'ai serré sa main. « Jamais. Tu m'entends ? Jamais. » Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit de mars, la porte fermée, l'humiliation, la colère, je mesure le chemin parcouru.
Anaïs n'est pas devenue parfaite. Elle fait encore des erreurs. Elle doute encore. Mais elle avance. Elle construit. Elle apprend. Et moi aussi. J'ai appris que l'amour n'était pas seulement doux, qu'il pouvait être dur, exigeant, qu'il pouvait dire non, fermer une porte, mais aussi qu'il pouvait rouvrir cette porte, tendre une main, pardonner sans condition. J'ai appris que le silence avait été ma prison et que les mots, même difficiles, même douloureux, étaient la clé de la liberté. J'ai appris que mes parents n'avaient pas besoin d'une maison-musée pour continuer à vivre, qu'ils vivaient en moi, dans mes gestes, dans mes valeurs, dans la manière dont j'aimais mes enfants. La maison de la rue Sainte-Catherine a des volets bleus maintenant. Anaïs et moi les avons repeints au printemps. Philippe a refait le portail. Julien a planté des rosiers à côté du magnolia. Camille a accroché des guirlandes lumineuses dans le jardin. La porte est peinte en rouge. Rouge comme le courage. Rouge comme le sang qui nous lie. Rouge comme la vie qui continue. Et cette porte, désormais, reste toujours ouverte. Même quand il fait froid dehors. Même quand la nuit tombe. Parce qu'une porte fermée par colère peut devenir une porte ouverte par amour. Et c'est cet amour-là, difficile, imparfait, têtu, qui sauve. Fin Bordeaux, 1 an plus tard. Hélène Moreau, devant sa maison au volet bleu, regarde sa fille partir après un dimanche en famille. La porte reste ouverte. Le magnolia fleurit. Et la vie continue. Je suis arrivée à la maison après la chirurgie de mon mari et nous avons vu la maison pleine de jeunes, musique forte et boissons. Ma fille a verrouillé la porte et a dit « La fête, c'est que pour les jeunes. » Mais elle ne s'attendait pas à ce que je...